Très bien, salut tout le monde, c'est YouTube, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet, on va aller voir et titiller du côté de l'intelligence. C'est un sujet qui est vaste, c'est un sujet qui est problématique, qui est déterminant pour des prises de décision vis-à-vis de telle ou telle personne, telle ou telle situation. Donc on va s'intéresser à différents modèles. Je rappelle que je ne suis pas un expert du sujet, je m'intéresse à tous les sujets qui sont de la manière dont ils sont prouvés, etc. Et le sujet de l'intelligence, il est intéressant. Donc si vous voulez, il y a plusieurs modèles de l'intelligence. Un des modèles les plus connus, c'est que l'intelligence, en fait, c'est la somme, ou du moins l'interaction entre l'intelligence cristallisée et l'intelligence fluide. Donc là, il faudra demander à des spécialistes ou des chercheurs sur le sujet à quoi ça correspond exactement. Merde, je sais plus comment on écrit. Voilà, cristallisé. Donc c'est l'interaction entre ces deux éléments-là qui vont donner des résultats. D'accord ? Hop. Donc la conjonction de ces deux termes nous donne un résultat. En fait, l'intelligence cristallisée, donc voilà, c'est une vulgarisation, c'est pas exactement la vérité, mais ça va nous intéresser pour surtout des éléments démonstratifs. Ça va être la capacité de prendre des données de la mémoire. Donc, par exemple, moi, si vous voulez, pour le terme de fonction que j'aime bien, une fonction, c'est un ensemble, c'est une méthode qui va transformer une entrée en une sortie, toujours de la même manière. Et bien, l'intelligence cristallisée va pouvoir faire appel à ces fonctions-là qui ont été créées dans le passé. D'accord ? Donc, voilà, en fonction du nombre de fonctions et de la pertinence des fonctions qui sont stockées dans la mémoire, on va avoir un rapport à l'intelligence cristallisée plus ou moins élevé. Évidemment, ça va dépendre du domaine d'application, mais c'est un facteur qui va jouer sur le résultat. D'accord ? Et l'intelligence fluide, ça va être la capacité à créer des fonctions sur le pouce. Donc, ça va être l'intelligence, si vous voulez, l'intelligence du code un peu. Moi j'appellerais ça plutôt la vitesse de traitement. C'est-à-dire la vitesse de faire des opérations. Voilà. Ça prend en compte quelques parties de l'intelligence, à savoir par exemple la mémoire court terme de calcul, etc. Et donc ça va nous fournir un résultat qui est résultat de l'intelligence. Par exemple, si on fait appel... voilà, bon là on va reprendre un nouveau schéma. Parce que ensuite, l'intelligence, on ne peut pas l'observer, on est d'accord. On ne peut que observer des résultats à certains tests. Donc le résultat au test, ça va être notre Y en ordonnée. Et ce résultat-là, on peut dire par exemple les maths. Donc on va voir la note moyenne en maths. Donc on a 20 tout en haut, on commence à 0. Et ensuite, en X, qu'est-ce qu'on va faire varier ? C'est une bonne question. Et bah déjà, on va faire varier l'intelligence cristallisée. On va l'appeler cristal, comme ça, ce sera plus simple. Donc si on fait varier cristal, qu'est-ce qui se passe ? Et ben, en fait, comme il y a une corrélation, si vous voulez, on va observer une certaine corrélation. Donc là, on peut mettre une linéarité, mais ce n'est pas forcément le cas. C'est genre un modèle très simple pour décrire un petit peu les interactions qu'il peut y avoir. Donc, si c'est cristallisé, on peut dire, par exemple, hop, voilà. Donc pour un cristal 100% du meilleur, si on normalise, on obtiendrait 20 sur 20, donc c'est-à-dire la meilleure note en maths. Et voilà. Et donc si vous êtes à 50% du meilleur, vous seriez à 10 en note moyenne en maths, etc., etc. Sauf que, évidemment, ça ne dépend pas que d'un seul facteur. Donc forcément, ça va créer des fonctions qui sont compliquées parce qu'elles vont dépendre de beaucoup de facteurs. Donc, par exemple, ça pourrait créer une fonction qui soit comme ça, si vous voulez. Hop, dans lequel
les premiers points ne vous donnent pas une bonne note parce que il y a des facteurs qui expliquent. Et donc, si on doit expliquer y, on va obtenir en fait notre y, ça va être une équation compliquée, enfin, peu importe ce que c'est, mais x plus x carré plus x puissance 3, etc. C'est un exemple stupide. Mais en fait, on va même pas mettre ça comme ça, on va simplifier, on va dire, ça va être facteur A, facteur B, facteur C, etc. plus facteur D. Et les variations de ces facteurs-là, on va les appeler x1, x2, c'est arbitraire, on s'en fiche en fait, mais x3, x4, c'est juste pour comprendre les modèles. Tac. Dedans, chaque facteur, c'est notre compétence vraiment innée à ça. Donc, par exemple, ici, on pourrait dire c'est la cristal. La cristal pure, hein, c'est-à-dire, c'est pas la... c'est bizarre dit comme ça d'ailleurs, mais c'est pas la cristallisée sur un temps t, c'est vraiment celle que l'on a indépendamment des autres facteurs. Ici, ça pourrait être, par exemple, l'émotion. Ici, la fatigue, etc., etc. Et l'ensemble de ces facteurs, elle est pondérée en fonction du résultat que l'on veut regarder. C'est ces fameux x. X, ce sont les éléments des pondérations. Et ils vont nous donner un certain y. D'accord ? Le y qu'on observe ici. C'est ce qui se passe avec le test de QI, en fait, puisque le test de QI, on va mesurer, par exemple, 5y. D'accord ? On va voir y1, y2, y3, y4, y5. Chacun correspondant, en fait, à un résultat sur une tâche spécifique. Donc, par exemple, spatiale, verbale, etc., etc. D'accord ? Ces y, ils vont avoir une équation qui est inconnue. Donc, on a dit x1 fois a plus x2 fois b, etc., etc. Et nous, on cherche à déterminer qu'est-ce que c'est que l'intelligence dans tout ça, dans l'observation des résultats. En fait, on suppose que l'un de ces facteurs, au moins, ou une conjonction de plusieurs facteurs, c'est l'intelligence. Et en fait, c'est un peu ce qu'on détermine. On pourrait dire que si on calculait, si on devait définir un espèce d'ensemble des y qui sont finalement tous les y utiles à l'adaptabilité. Donc par exemple, dans l'adaptation, on va mesurer la capacité en spatial, en maths, en physique, en sport, etc., etc. Si on fait la moyenne de la pondération des facteurs, les facteurs les plus pondérés en moyenne, ça va être seulement deux facteurs, A et B, qui seront largement au-dessus des autres. Ces facteurs-là, en fait, c'est A égale cristal et B égale fluide. Voilà. Tous les autres facteurs rentrent en compte, effectivement, mais ce ne sont pas de l'intelligence. Voilà. On définit arbitrairement ce que c'est que l'intelligence, d'accord ? C'est juste les facteurs qui pondèrent le plus, enfin qui sont pondérés le plus pour déterminer les différentes capacités d'adaptation des gens. Voilà, c'est cristal plus fluide. Donc, la manière qu'on va d'avoir de les déterminer, ça va être d'estimer leur proportion, enfin leur pondération, sur différentes tâches. Par exemple, alors c'est pas ce qui est fait, hein, mais moi c'est ce que je dis qu'il faudrait faire. Voilà, toujours ouvert au débat évidemment. Donc, par exemple, on va dire que là, bon, là, c'est la donc là, on en parlera plus tard dans une autre vidéo parce que c'est plus compliqué et surtout, je suis moins certain de ce que je pense. Mais on va déterminer le petit a, enfin, on va déterminer le petit x1 et le petit x2 de a et b du coup à chaque y. Donc là, par exemple, on pourrait dire, bon, bah voilà, pour spatial, ça va être surtout de la vitesse de traitement, donc ça va être 0,8 fois b. Ça va être 0,2 et tout le reste c'est du très très négligeable, enfin 0,1 du coup, pardon. Hop, et tout le reste va être du très très négligeable. Pareil, on fait l'opération à chaque fois, hop, 0,3, 0,6, etc., etc., etc. D'accord, on fait ça pour tous les y.
Et vu qu'on fait varier en fait ce facteur-là, en supposant que la quantité de facteurs utiles et qui soit vraiment pas, qui soit loin d'être nul, soit limitée, et ben on peut déterminer en fait enfin même sans savoir ça d'ailleurs, on peut déterminer l'intelligence fluide et l'intelligence cristallisée. D'accord? En résolvant une équation à deux inconnus, tout simplement. Voilà, donc ça c'est ce que l'intelligence fluide et cristallisée. D'accord? Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. En fait, ça pose des problèmes sociaux. Ça pose des problèmes sociaux parce que ça veut dire que l'intelligence, elle est relativement unique, ou du moins, elle est bimodale, si vous voulez. Et elle va dépendre de deux facteurs principalement, et le reste, bah, ça dépend beaucoup moins. Et en fait, ça veut dire que socialement, c'est moins accepté parce qu'on est plus déterminé. Voilà. C'est pour ça que on a la naissance de l'intelligence multiple. L'intelligence multiple, en fait, elle va s'intéresser aux résultats des gens. Elle dit, bon ben voilà, regardez, en social, il y a des gens qui sont très forts, des gens qui sont moins forts. En maths, c'est pas forcément les gens qui sont forts qui sont plus forts en social. Vous voyez, il n'y a pas une corrélation, si vous voulez. En français, etc., etc., etc. Voilà. En fait, on voit qu'il y a des, si vous voulez, on voit qu'il y a des indépendances entre eux. Ils ne sont pas complètement corrélés. Ce qui veut dire que il existe des facteurs qui sont des composantes indépendantes qui vont faire varier sans corrélation ces différents résultats. Et du coup, on a dit, bon ben voilà, ça veut dire qu'il y a plusieurs intelligences. Mais en fait, ça peut être tout simplement un biais humain, parce que dans les déterminations du résultat, ça veut juste dire qu'en gros, il y a un facteur qui est plus important que le facteur A et B dont on a parlé tout à l'heure. En français, par exemple, on peut penser que le facteur vocabulaire, il va être très important. Donc, quelqu'un qui aurait pas de vocabulaire aurait une mauvaise note de français. Et bah, c'est pas si étonnant que ça. Et pourtant, on n'a pas envie de déterminer ça comme de l'intelligence. D'accord? On n'a pas envie de déterminer ça comme de l'intelligence. C'est là que ça devient compliqué, puisque en réalité, le vocabulaire, comme on l'avait vu dans la dernière vidéo, c'est des fonctions qui transforment des x en des y. L'entrée, c'est un ensemble de mots pour en donner un seul mot. Donc ça se complexifie. C'est pour ça qu'il faudra en parler, en débattre, mais surtout être très transparent vis-à-vis de cela. Pour moi, c'est une erreur de considérer le résultat comme étant l'argument des intelligences multiples. Pour moi, tout ce qu'il y a, c'est de dire qu'il y a des résultats différents, qui ne sont pas corrélés forcément les uns avec les autres. Mais c'est quelque chose qui est relativement évident. C'est pour ça qu'en fait, même si on dit à quelqu'un qu'il a une forte intelligence, sous-entendu facteur A plus facteur B élevé, ensemble en tout cas, eh bien, ça ne veut pas forcément dire qu'il aura des bonnes notes partout. C'est d'ailleurs ce qui est observé. Ça veut juste dire ça. Sauf que, en fait, on va mettre une importance morale sur ces facteurs. Parce que ce sont les facteurs de la réflexion, des arts nobles en fait. C'est pour ça qu'ils sont si clivants. Et je pense que c'est en réaction et en opposition à cette logique que s'est créé cette différenciation, enfin ce modèle qui me semble moins pertinent dans l'usage, mais qui permet en fait de créer, si vous voulez, tout à chacun des forces, des intelligences différentes, et donc qui est beaucoup plus valorisant de l'individu. En fait, ce qui est rigolo, c'est que en général, on va essayer d'obtenir des résultats minimums. D'accord? Y doit être supérieur à un certain chiffre. 4 par exemple, complètement au pif. Si on a une intelligence qui est relativement faible dans les cristallisés, qu'on avait dit, les facteurs sont élevés, donc 0,1 et puis 0,9, enfin 0,8 on avait dit. Bon, c'est caricatural évidemment, mais ça veut dire que le facteur C doit compenser tout le reste. Donc on va avoir une augmentation, si vous voulez, du facteur C, pour avoir un Y qui dépasse 4. Donc la personne, elle va développer d'autres capacités, à savoir ici par exemple l'émotion, la patience, etc., etc.
Donc tout ce que ça veut dire que les gens qui ont des difficultés dans l'intelligence primaire vont avoir des développements de capacités secondaires. Et c'est quelque chose qui est, encore une fois, assez logique, d'où ma phrase que je dis souvent et que je disais à des patients, c'est « les gens moches sont souvent les plus gentils ». Pourquoi ? Parce que dans certains résultats, comme celui du social, la beauté est, à mon avis, très importante, à un facteur relativement élevé. Si vous êtes beau, vous allez avoir plus facilement des amis, ou être plus apprécié, que si vous êtes moche. Et donc, ce qui veut dire que si votre petit dé de la beauté est faible, vous allez devoir le compenser par d'autres choses, notamment par un autre facteur qui a une pondération relativement élevée, à savoir la gentillesse. Voilà. C'est donc pour ça que les gens qui sont moches peuvent se développer en étant gentils. Et donc, je voulais vous exposer un peu ce modèle-là. Effectivement, ce ne sont que des modèles. Je vous invite à prendre de la distance vis-à-vis de cela, de commenter ce que vous en pensez, les incohérences et les défauts de ce genre de propositions. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.